forcément, c'est un moment qui marque. Donc moi, vraiment, je m'y attendais pas. Je me suis dit, mais waouh, on était 8000, maintenant on est 70. Je me retrouve vraiment devant 4 coachs que j'ai toujours vus à l'écran, mais jamais en vrai. Et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Donc là, je commence à chanter. Je vois que Soprano, il se retourne, il a les frissons. Après, je vois Patrick Fiori qui commence à chanter avec moi. Et je me suis dit, ah mais c'est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs moments de ma vie, je pense. Salut à tous, pour cette soirée pyjama, j'ai invité une enfant prodige. Elle a commencé le violon à l'âge de 4 ans. Elle a enchaîné à l'âge de 10 ans avec le titre de The Voice Kids 2020 et 2021. Salut Rebecca. Salut. Merci d'être avec nous. Alors, le temps a bien passé. 5 ans depuis que tu as gagné The Voice Kids. On va essayer de savoir ce qui s'est passé dans ta vie depuis. Première question, ça te fait plaisir ou ça te gonfle un petit peu qu'on te parle tout le temps de The Voice Kids? Non, franchement, ça va. Au début, c'était un peu relou, sauf que depuis, c'est passé tellement de choses qu'ils ont arrêté un peu de parler de The Voice. Donc là, ça ne me dérange pas d'en reparler. Voilà, donc on va feuilleter l'album de tes souvenirs. Déjà, à peine 15 ans, tu as une vie très très riche, on va le voir. The Voice Kids, c'est une vraie aventure. 8000 candidats au départ, c'est ça le chiffre, le nombre d'enfants qui se présentent? Exactement, au départ on est 8000 et il y a pas mal de castings pour arriver aux auditions à l'aveugle où là on n'est que 70 enfants. Donc à partir du moment où on intègre l'émission, on peut dire qu'on a déjà gagné quelque chose parce que on était 8000 et on est passé à 70 quoi. Voilà, c'est ça. Donc 70, c'est ceux qui vont passer à la télé, qui vont passer aux fameuses auditions à l'aveugle dont tu parlais. Combien de sélections avant ça? Parce que c'est pas une sélection, c'est 2, c'est 3, il y a combien de castings? Je crois qu'il y en a 5-6, donc c'est vraiment beaucoup. On doit passer devant TF1, devant l'orchestre qui va jouer avec nous. Donc on a vraiment beaucoup de casting. Ouais. Comment tu t'es senti au fur et à mesure des castings? Je crois que tu me disais que tu étais complètement cool, que tu n'avais pas de stress. C'est vrai ça? Oui, je stressais pas parce qu'en fait, c'était clairement le premier concours de chant que je faisais de toute ma vie. J'aurais jamais pensé pouvoir intégrer l'émission. Donc au début, je me suis dit, allez, on tente et on verra ce que ça donne. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ah ouais, donc j'ai peut-être une chance. Et là, j'ai gagné, donc c'était incroyable. Alors, dans un instant, tu vas nous raconter ton audition à l'aveugle. Les coulisses aussi, qui ne sont pas toujours très sympathiques à certains moments, hein, parce qu'il y a vraiment des compétiteurs que tu as croisés dans ces couloirs de The Voice. Mais juste avant, on va remonter le temps et on va découvrir l'enfance que tu as eue. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, on va se le dire. Je suis petite quand même, pas abusée. Tu commences à l'âge de 4 ans le violon, c'est pas pour rien, c'est parce que tu vas naître dans une famille de musiciens. Tout le monde est musicien autour de toi. Exactement, il n'y a que des musiciens dans ma famille. Mon père est pianiste, il m'aide beaucoup. Donc avant, il était directeur d'un conservatoire. Ouais. Et même jusqu'à maintenant, il m'aide à chaque fois pour que je puisse m'entraîner au chant. Mon frère fait du violon. Ma mère, avant, elle jouait du saxophone et elle écrit des pièces de théâtre. Et ma grand-mère paternelle, elle écrivait des chansons et des poésies. Donc je pense que c'est d'elle que je tiens. Oui, c'est dans les gènes, quoi, chez vous. C'est ça. C'est incroyable. Tout le monde est artiste à la maison. Donc toi, tu es celle qui va émerger sur le chant. Mais au départ, c'est le violon. Tu choisis vraiment l'instrument à 4 ans ou on te l'impose un petit peu à la maison? Alors, on ne m'a jamais imposé. Mes parents m'ont envoyé à la journée porte ouverte du conservatoire de Cannes pour que je puisse voir s'il y a un instrument qui me plaît. Et j'en ai testé plusieurs et j'ai tout de suite bien aimé le violon. En fait, je grinçais pas. Et j'ai dit à ma mère, oui, je pense que je veux faire du violon. Et ils m'ont dit, on reparlera de ça dans plusieurs années pour voir si tu changes d'avis. Ouais. Et j'ai jamais arrêté au final. Parce que c'est pas l'instrument le plus facile en plus, le violon. Hein. Non, c'est compliqué, mais à chaque fois que je vois un truc qui est un peu dur à faire, j'essaye de le tenter parce que je me dis, j'ai envie d'y arriver, pourquoi les autres et pas moi, quoi. Voilà, ça dit quelque chose de toi, tu es une vraie challengeuse. Et on va bien le comprendre. Ton premier souvenir à la maison, de tout petit, puisque si tu as des souvenirs de 4 ans, c'est quoi? C'est forcément un souvenir musical? J'ai pas énormément de souvenirs, mais je me base plutôt sur des photos ou des vidéos que j'ai vues. Il y en a 2 qui me font bien rire. C'est quand j'étais petite, donc j'avais 5 ans je crois, j'ai créé ma première chanson. Donc là, j'ai pas pu l'amener parce que c'est pas une vraie chanson, mais je commençais déjà à sortir des sons. Et j'ai plusieurs photos avec mon violon et je suis vraiment toute petite. Je suis vraiment toute mignonne, je suis comme ça. Oui. Le violon, il fait... Il est plus grand que toi. Oui, c'est ça. Pratiquement. C'est hyper drôle.
Alors au départ, c'est la musique pure. La voix, c'est ton oncle qui va repérer quelque chose chez toi. Il va dire, tiens, elle chante juste, déjà très jeune, tu chantais juste. Dans ma famille, du coup, tout le monde est musicien et même mon oncle, donc il est dans la musique, il travaille avec mon père. Et il m'a dit qu'il trouvait que je chantais plutôt bien. Il m'a conseillé d'aller voir un de ses amis qui est prof de chant. Et il m'a dit, bah, va le voir et tu verras s'il y a moyen de faire quelque chose avec ta voix. Et je suis allée le voir et il s'appelle Michael Visigo. Et jusqu'à maintenant, c'est encore mon prof de chant. Voilà, alors ça se passe dans une école que tu fréquentes encore aujourd'hui, la Diamond School de Cannes. C'est quoi, c'est une école où on forme à tous les métiers de l'art pratiquement ? Oui, pas les instruments, mais c'est plus la danse, le chant. Je crois qu'il y a aussi une partie théâtre. Donc c'est pour développer nos talents. Ça s'appelle la Diamond School parce qu'ils disent qu'on est tous des diamants bruts quand on est. Et le but, c'est de ressortir de cette école avec notre diamant qui est poli, quoi. Voilà. Et écoute, le tien commence à être bien au point. Ça commence. Le violon, t'as laissé tomber ou tu continues ? T'as une préférence pour le chant ou le violon aujourd'hui ? Alors, j'ai toujours bien aimé le violon et le chant. Il n'y a jamais eu de préférence. C'est juste que le violon, ça demande plus de travail, alors qu'au chant, j'ai une facilité, on va dire. Donc, c'est plus agréable de chanter parce que faire quelque chose que les autres, ça va leur prendre 2 heures. Moi, ça peut me prendre 30 minutes en chant, alors qu'en violon, c'est pas inné. Il faut le travailler pour y arriver. Mais j'ai pas abandonné, je continue. Donc là, ça va faire 10 ans que j'en fais, je crois. 10-11 ans, et j'aime toujours autant. Voilà, parce que toi qui aimes les challenges, il y a une technique vocale que tu essaies d'attraper. Il y en a une qui t'énerve un peu parce que tu n'arrives pas à la voir là en ce moment, par exemple ? Alors, il n'y a pas forcément de technique vocale, mais dans ma voix, j'essaye de développer le maximum de choses possibles. Parce qu'on a la voix pleine, la voix de tête, la voix lyrique. Et moi, j'ai une voix plutôt grave. Et j'ai une petite cassure dans la voix. Je ne sais pas si ça s'entend quand je parle, mais bref. Légèrement. Tu peux nous faire un essai là si je te prends à froid, je sais que tu es un petit peu prise du nez là. Une voix de tête, par exemple ? Une voix de tête, alors je peux pas faire comme ça, mais j'ai une petite idée qui fait un peu les deux, donc c'est souvenir d'un printemps blanc, un amour inexistant, crible-moi de ces moments, pose ta main sur mon cœur blanc. Joli. Ma voix cassée là. Là, voix cassée, voix grave aussi, c'est un peu les deux. C'est ce qui fait la différence. Excellente élève en plus d'être excellente élève à la Diamond School. Tu es une excellente élève parce qu'on pourrait se dire, elle a fait plein de castings, là cet été tu as fait une tournée, on va y revenir, elle loupe parfois l'école pour faire des télés, du coup peut-être qu'il y a un peu de retard, et non, c'est le contraire, tu as de l'avance à l'école toi ? Oui, j'ai sauté une classe, donc c'est plutôt bien. Mais je me demande si c'était une bonne idée, parce que j'ai sauté une classe quand j'étais petite, je chantais pas encore, enfin, j'avais pas fait The Voice ou quoi. Et du coup, plus on avance dans le temps, plus je grandis et plus les cours sont durs. Exemple, cette année, je suis en première. Et je me suis déjà demandé si c'était une bonne idée, parce que si j'étais en seconde, j'aurais eu l'occasion de sécher plus les cours pour faire de la télé, parce que c'est moins important la seconde que la première. Ah oui, d'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça c'est ta stratégie. Parce que, je me suis demandé. Bon, après, je m'en sors quand même. Je me suis bien organisée et tout, il n'y a pas de problème. Mais je me suis plusieurs fois posé la question si, après réflexion, avec le temps, si c'était vraiment une bonne idée. Ouais. Alors, c'était une bonne idée ou pas ? Franchement, en vrai, ça va, puisque j'ai toujours grandi avec des plus grands que moi et je pense que ça m'a aussi aidée. Donc voilà, aujourd'hui, tu devrais être en seconde et tu es en première, c'est ça ? Et d'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission, tu as eu bac blanc ce matin et tu as bac blanc demain encore. C'est ça, ce matin, j'ai eu les maths, demain le français, mais bon, ça va le faire. On te souhaite bonne chance en tout cas et merci de prendre un petit peu de temps pour nous. On va te libérer le plus vite possible. On va revenir à The Voice, si tu veux bien. On t'a laissé à la porte des auditions à l'aveugle. Quel est ton souvenir ? J'imagine que tu as un souvenir encore très précis de ce jour où tu chantes et où les 4 fauteuils vont se retourner. Alors oui, forcément, c'est un moment qui marque. Donc moi, vraiment, je m'y attendais pas. Je me suis dit, mais waouh, on était 8000, maintenant on est 70. Je me retrouve vraiment devant 4 coachs que j'ai toujours vus à l'écran, mais jamais en vrai. Et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver ? Donc là, je commence à chanter. Je vois que Soprano, il se retourne, il a les frissons. Après, je vois Patrick Fiori qui commence à chanter avec moi. Et je me suis dit, ah mais c'est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs moments de ma vie, je pense. Voilà, alors il y a Soprano, il y a Kenji, il y a Patrick Fiori, il y a Jennifer. Exactement. Et tu vas choisir Patrick Fiori. Pourquoi lui ?
Alors, c'était un peu stratégique, j'en avais parlé avec mes parents et tout. Mais Patrick, ça a toujours été un chanteur que j'ai admiré parce que mes parents l'aiment beaucoup. Ouais. Donc, j'ai toujours hésité entre Soprano et Patrick. Mais étant donné qu'au battle, c'est le coach qui choisit le titre, j'avais peur que Soprano mette du rap. Et étant donné que je suis moins... Enfin, en tout cas, j'étais moins à l'aise, je me suis dit, Patrick, au moins, on est sûr que c'est quelque chose qui me correspond. Voilà, plus variété. Même si, dans la vie, tu écoutes plein de rap. Hein. J'en parlais avec ton papa un peu avant de démarrer cette émission. Tu le saoules avec du rap dans la voiture, il paraît. Hein. Ah oui, c'est vrai. En fait, j'écoute pas du tout ce que je chante. Enfin, si, un peu, mais moi, j'écoute beaucoup de rap, du rap américain, même du reggaeton. Je les connais tous par cœur. Même, je sais rapper. Enfin, voilà, je rappe pas, mais je sais. Alors, Patrick Fiori, tu le choisis et puis tu vas passer des sélections. Combien de sélections à la télé, du coup, avant d'arriver sur la plus haute marche du podium? Tu as enregistré combien d'émissions? Donc, il y a 4 émissions. Il y a les auditions à l'aveugle, les battles, la demi-finale et la finale. OK. Et entre chaque prime, il va y avoir des entraînements. Et là, nous, ce qu'on voit à la télé, c'est la personnalité Soprano, Kenji, Patrick Fiori ou Jennifer qui vient coacher son élève. Et est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Parce qu'on se dit, ils ont des agendas super pris. Ils prennent du temps pour vous? Alors, c'est un peu faux. Tous les plans où on le voit, c'est programmé, donc on sait qu'il va nous aider. Et on a ce qu'on appelle le coach des coachs. Donc, c'est vraiment celui qui entraîne le coach et qui va nous entraîner nous aussi. Il va nous distribuer nos parties quand on est plusieurs à chanter le même titre. Et il va nous aider et il va dire, du coup à Patrick Fiori, dans mon cas, exactement quoi nous dire à la télé. OK. Voilà. Donc, il y a une petite mise en scène quand même pour donner l'impression qu'ils viennent vous donner des trucs et astuces. Et il y a beaucoup de travail personnel aussi, parce que j'imagine aussi que tu rentres à la maison entre chaque enregistrement et tu travailles beaucoup. Tu es une acharnée du travail, toi, non? Acharnée du travail, je sais pas, mais quand je m'y mets, quand j'ai un objectif, je m'y mets à fond. Et en fait, vu que j'habite à Cannes et que ça se passe à Paris, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec mes parents. Et exemple, pour les battles, ils nous ont donné un titre à travailler et on est 3 à faire le même. Ouais. Et à chaque fois, du coup, ils nous ont dit, toi, tu chantes ce refrain, ce couplet. Et quand je rentrais chez moi, du coup, j'ai dû le travailler seule. Et un peu avant le tournage des battles, ils nous ont interrogés pour vérifier que tout était en place, etc. Ouais. Mais sinon, on fait tout seul, quoi. Et alors, là, on a parlé des coachs. Comment ça se passe avec les autres concurrents en coulisses, quand vous vous entraînez, par exemple? C'est plutôt bienveillant ou de temps en temps, ça se tire un peu dans les pattes? Alors déjà, ça dépend. Et je trouve qu'aux auditions à l'aveugle, il y a beaucoup d'hypocrisie. Vu que personne n'a encore passé à l'écran, tout le monde est gentil avec tout le monde essaie de se rapprocher de tout le monde. C'est un peu vicieux, tu vois. Une forme de stratégie de rapprochement, mais qui est fausse. Et plus on avance dans l'émission, plus il y en a, soit on va prendre des liens avec eux et bien s'entendre, soit... ça va partir en cacahuète et ils vont commencer à faire les stars et ils vont être désagréables au possible. J'ai eu des mauvaises expériences. À partir de la demi-finale, il paraît que c'est à couteau tiré. C'est vrai? T'as un exemple, par exemple? Oui, j'ai un exemple. Oula, j'ai dit plusieurs fois exemple. Moi aussi, d'ailleurs. Tu vois? C'est pas grave. Ça arrive. Exemple, un matin, on était tous réunis pour le petit déjeuner parce qu'on était tous dans le même hôtel. Et il y en a un qui a débarqué en disant « Oui, vous êtes tous nuls, je vais tous vous battre, vous allez tous perdre, c'est moi le vainqueur, c'est moi le meilleur. » Et au final, il a été éliminé. Donc bon, on rappelle que c'est une grande cour de récréation. Parce que, quel âge avait le plus jeune et quel âge avait le plus ou la plus vieille? Alors moi, j'étais la plus jeune de l'émission, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Et à ce moment-là, j'avais 9 ans. Ouais. Et le plus vieux, il avait 15 ans, il a fini à 16, du coup. Ouais. Ça dure... OK. À quel moment tu sens que tu vas gagner? Est-ce qu'il y a des petites choses qui te font sentir que tu es bien perçu par le public et peut-être aussi par la production? À partir de la demi-finale, je dirais, j'ai commencé, on va dire, à être mise en avant par la production. Exemple, j'avais des choristes. Ouais. Qui sont venus juste pour moi. À la finale, j'avais des danseurs rien que pour moi. On voyait que le décor, il était vraiment mis en place. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'ils m'ont mis en avant un petit peu. Oui, t'as la sensation qu'on met certains candidats en avant, c'est-à-dire que les choristes et les danseurs, certains ne les avaient pas, par exemple. Exactement, il y en a qui étaient seuls, en fait. Ouais, ça se prêtait, peut-être que la chanson se prêtait pas, mais tu penses qu'on aurait pu mettre des choristes et des danseurs sur tous? Peut-être pas des choristes, mais peut-être plus de décors, des éléments sur scène qu'ils n'ont pas forcément mis. Et même au début de l'émission, on sentait que j'étais un peu mise en avant parce que quand on est aux auditions à l'aveugle, en fait, il y a Nikos qui choisit de venir parler à quelques familles. Ouais. Et il est venu me parler et il ne vient pas voir tout le monde. Il vient voir 5-6 familles dans l'émission. Okay. Et du coup, on s'est dit,
Ça commence bien. Ça commence à sentir bon. Donc toi, du haut de tes 10 ans, tu voyais ça, tu voyais ce système se mettre en place, ces stratégies. Alors toi, tu en avais déjà, puisque tu as choisi Patrick Fiori un peu stratégiquement, tu m'as dit, mais tu voyais aussi la stratégie de la production qui s'était dit, tiens, là, on a une bonne cliente, peut-être qu'on va essayer de la faire préférer du public, parce qu'au final, c'est quand même le public qui vote, on est d'accord? Oui, c'est le public qui vote, mais juste à la finale, du coup. Ouais. C'est vraiment en direct. Tu dirais qu'on oriente un petit peu les votes? Je ne sais pas si on les oriente, mais en tout cas, ils mettent en avant qui ils veulent mettre. Et à force de les voir à l'écran, ça donne plus envie de voter pour eux. Exemple, j'étais dans le teaser, on entendait mon passage aux auditions à l'aveugle. Et du coup, dès le début, on connaissait ma voix, on savait que j'étais la petite au violon. Enfin, on m'a donné beaucoup de surnoms, donc j'étais mise en avant, vraiment. Ouais. Bon, mais en tout cas, c'est bien d'être conscient de ça, et du coup, très jeune. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête le jour de la finale, quand tu apprends en direct, tu es la première sur ces 8000 candidats au départ, parce que tu es une sur 8000 quand même. À ce moment-là, toi qui es très cool d'habitude, est-ce que tu n'es pas un peu plus fébrile? Alors, au contraire, je dirais que j'étais tout sauf fébrile. Juste avant de monter sur scène à la finale, je me suis dit, ah là, quand même, j'arrive en finale. Je suis là pour gagner. Maintenant que je suis là, on va tout donner. Je vais donner au maximum parce que maintenant, on est arrivé jusqu'ici. On ne peut pas tout abandonner. On peut pas se foirer, en fait. Ouais. Du coup, là, j'ai chanté. Et au moment où il a dit mon prénom, j'étais tellement contente. En fait, dans ma tête, je me suis dit, il y a moyen. Je m'y attendais un peu. Je me suis dit, il y a grave moyen que je gagne. Et j'étais trop fière. Tu as pleuré en direct ou après, de joie, hein, c'était quoi les émotions que tu as ressenties là? Parce qu'à 10 ans, quand même, il faut encaisser la pression. Parce qu'il y a même des adultes qui craquent littéralement. Il n'y a qu'à voir, par exemple, Miss France ou d'autres concours de chant comme The Voice. À 10 ans, il faut encaisser ça. Alors, j'ai pas pleuré, parce que j'ai du mal à pleurer à l'écran. Je me rappelle même qu'à la demi-finale, je voyais tout le monde en train de pleurer parce qu'ils avaient gagné. Et j'ai essayé de me faire pleurer, mais j'y arrivais pas. Parce qu'en fait, moi, j'arrive pas à pleurer sur commande comme ça. Enfin, je peux le faire, mais j'avais pas envie. Ouais. Moi, quand je suis contente, je saute partout et tout. Donc, j'étais juste grave excitée, grave de bonne humeur. J'avais le sourire et tout. J'étais toute... Et alors, qu'est-ce qui se passe juste derrière? Tu vas être sollicité beaucoup par la presse, par exemple? Oui, donc il y a toute la presse qui va venir nous parler, de la Côte d'Azur et même de Paris. Je commence à avoir des entretiens à la radio, même il y a des journaux écrits sur moi. Ouais. On voit un peu ma tête partout, sur les réseaux, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et là, quand tu rentres à l'école, comment ils réagissent les copains? Est-ce que tu es écolière encore, là? T'es pas encore au collège? À ce moment-là, j'étais... CM2 ou 6e? C'est les deux. Ouais. Je rentrais oui, au puisque collège. l'émission dure, tu m'as dit, 1 an et demi entre le moment où tu fais le premier casting et le moment où tu gagnes. Il se passe 1 an et demi, c'est incroyable. C'est hyper long. Ouais. Comment ils réagissent, les copains? Donc moi, il faut savoir qu'au collège et même en primaire, j'étais dans une toute petite école, donc on était vraiment 8 dans la classe. Ah oui, d'accord. Donc c'était un peu compliqué. Il y avait une partie qui était en train de me soutenir, mais il y avait aussi une partie de jaloux. Donc, sur 8 élèves? Vraiment. C'est pas du harcèlement parce que c'était pas répétitif ou quoi, mais on voyait qu'il y en a qui étaient pas contents pour moi. Genre, je saurais pas expliquer, mais ils auraient bien aimé peut-être à ma place ou quoi. Moi, ça m'a pas plus touché que ça parce que je m'en fiche un peu de leur avis. Mais voilà, c'était bien. Ça glisse sur toi tout ça, hein, j'ai l'impression. C'est pas que ça glisse, c'est que je me dis qu'il faut prendre de la hauteur et que si je commence à me prendre la tête pour des petits trucs comme ça, on va pas s'en sortir, quoi. Ouais. Alors ça date d'il y a 5 ans déjà. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce qu'on t'a proposé d'enregistrer un disque juste après? Qu'est-ce que tu as fait juste après l'émission? Et puis après, on va aller un peu plus loin. Ok, ça marche. Juste après l'émission, donc quand on gagne, on a le trophée et on a la chance de pouvoir enregistrer un titre avec Universal Studios. Donc j'ai sorti mon premier titre qui s'appelle Gravite. Ouais. Il a plutôt bien marché. Après, j'ai été la première enfant à faire Les Enfoirés. Donc ça, c'était vraiment génial. Une expérience incroyable. J'étais la seule enfant et il n'y a jamais eu d'enfant depuis. C'était pendant le Covid, donc c'était un peu compliqué. Je n'ai pas pu faire la tournée. Mais j'ai été là, je crois, un week-end où on me voit à l'écran et tout avec tout le monde. C'était vraiment incroyable. Tu as 10 ans et tu fais Les Enfoirés. C'est quoi, quand on est une petite fille, d'être entourée par toutes ces stars dans une énorme machine? C'est quoi? Tu peux me décrire un petit peu ce que tu as vécu? Alors moi, je trouvais que c'était un cadre hyper familial. Tout le monde se connaissait, tous les artistes se connaissaient, ils s'aimaient tous. Il n'y avait personne qui commençait à prendre des photos, pas de paparazzi ou quoi. Et moi, j'étais vraiment la petite qui prenait des photos avec tout le monde. Donc forcément, ils ne refusaient pas, étant donné que personne ne demandait de photos. Mais je me sentais un peu comme
Bah, leur enfant, je n'aurais pas expliqué, mais j'étais la petite, tout le monde m'aimait bien, c'était plutôt sympa. Il y avait sympa. beaucoup de bienveillance autour de toi, tu l'as senti. Et tu dis, et entre eux, ça connecte bien, tu dis tout le monde s'aimait, parce qu'on a l'impression que c'est pas toujours le cas quand même dans ces milieux. Non, c'est pas qu'ils s'aiment tous, c'est juste que tout le monde était respectueux, il n'y a pas eu de problème ou quoi. Et ils ont tous agi comme des adultes, quoi. Ouais. Ils faisaient peut-être semblant, mais en tout cas, il n'y a pas eu de... Ouais, tu as un souvenir précis de cette soirée. Qu'est-ce qui va te rester en mémoire jusqu'à la fin, que tu raconteras à tes petits-enfants? Alors j'en ai plusieurs. Déjà quand je suis arrivée, étant donné que c'était le Covid, on a dû faire des tests avant de rentrer dans les locaux. Et j'ai fait le test du Covid avec Florent Pagny. Et à la base, j'avais hyper peur. Je commençais à crier avant de rentrer dans le cabinet. J'étais en mode, ouais, on va me mettre un truc dans le nez et tout, j'ai pas envie. Et là, je vois Florent Pagny, il dit, oui, commence pas à crier, c'est rien du tout, ça va bien se passer. Et du coup, j'ai dû faire semblant que j'avais rien. C'était hyper drôle. Ça t'a permis de discuter un petit peu avec lui? Ouais, oui, j'ai commencé et il est hyper gentil, vraiment hyper bienveillant. Ouais. Autre souvenir, parce que j'ai l'impression que t'en as plein. Oui, j'en ai plein. En fait, moi, je pensais qu'en arrivant aux Enfoirés, on allait avoir un grand buffet, énormément de repas et tout. Sauf qu'en fait, c'était les Restos du Cœur et moi, je m'y attendais pas. Donc, il y avait du riz, des légumes, du fromage. Et donc, moi, j'aime pas les légumes, je suis un peu chiante. Et j'ai quand même réussi à trouver... C'est pas bien, ça, tu le sais. Hein. Oui, non, mais c'est pas grave. Non, mais c'était petite. Maintenant, je me suis un peu adaptée, adoucie, si on veut. Et du coup, moi, j'aimais beaucoup le fromage de chèvre à l'époque. Et j'avais pris du riz et j'avais envie de prendre du fromage de chèvre parce qu'il y avait des petites boîtes où il y avait du fromage. Et je vois que le dernier pot de fromage de chèvre, c'est Vianney qui l'a pris. Alors moi, je commence à me dire, c'est pas possible, je veux pas ne pas manger de fromage de chèvre, ça va pas le faire. Du coup, je lui ai demandé de prendre une photo pour qu'il pose son plateau. Et quand il a posé son plateau, j'ai échangé son fromage avec le mien. Et je suis repartie avec le fromage de chèvre, je l'ai laissé comme ça. Bon. Voilà, donc tu as piqué le fromage de chèvre de Vianney. Bravo. Il t'en a voulu, il s'en est aperçu ou pas? Je pense qu'il a dû remarquer, mais il a rien dit, je pense qu'il a rigolé, donc ça va. Tu as revu Patrick Fiori à cette occasion au Resto du Cœur cette année-là? Oui, je l'ai recroisé et je l'ai même revu à son concert parce qu'il m'a invité à chanter pour sa première partie. Donc voilà, je suis toujours en contact avec lui. Donc mes parents sont en contact avec sa manager. Pour mon anniversaire, il me le souhaite. Quand j'ai un événement ou quoi, si je l'identifie pour qu'il me repartage, il le fait. D'accord, par exemple, quand tu es en concert quelque part, il va le partager sur ses réseaux aussi. Donc il y a vraiment un lien qui perdure, même 5 ans après. Tu as fait aussi la première partie de Kenji Girac. Exactement, c'est Dakar en plus. Quand tu fais des premières parties d'artistes comme ceux-là, comment tu te sens sur scène et qu'est-ce que tu ressens? Alors déjà, je suis hyper contente parce que quand c'est des artistes comme ça, c'est pas un petit public. Donc déjà, on se dit, ouais, on va chanter devant beaucoup de monde et tout. Donc j'étais trop contente. Après, Patrick, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec lui dans les coulisses, mais beaucoup moins avec Kenji. Il était plus en retrait, plus avec sa production. Donc, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup discuter avec lui. Ça, j'ai trouvé que c'était dommage. Mais c'était quand même beaucoup trop sympa. Voilà. Alors, Patrick Fiori, quand tu fais sa première partie, il va même te faire un petit message vidéo. En fait, c'est pas pour toi qu'il le fait, hein, c'est pour ta CPE du collège. Explique-nous ce qui se passe à ce moment-là. Donc, il y a eu un concert en plein milieu de la semaine. Le lendemain, j'avais cours et je ne comptais pas y aller. Et je me suis dit, pour que ma CPE, elle me dise rien quand je rentre, je demandé à Patrick Fiori de faire un mot d'excuse. Donc, ma CPE, elle s'appelle Julie. Et il a dit, excuse-moi, Julie, Rebecca ne viendra pas demain, elle est fatiguée. Et quand je lui ai montré la vidéo, elle était morte de rire, c'était trop bien. Bon, tu t'es rattrapée depuis, tu as passé l'examen, ça s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Parce que tu es une excellente élève en plus, hein. C'est ça. On essaye. Qui est fou, c'est que malgré tout cet emploi du temps qui est très très plein, c'est quoi une journée de Rebecca? Parce qu'il n'y a pas que le lycée dans ta vie, hein. Tu peux me raconter un petit peu un jour type? Alors ça dépend des jours, il n'y a pas vraiment de jour type, j'essaye de varier. Comme ça, ça ne devient pas une routine. En tout cas, j'ai le conservatoire plusieurs fois par semaine pour le chant et le violon, parce que je prends, en plus des cours à la Diamond School, des cours au conservatoire de chant lyrique pour développer ma voix. Et donc voilà, il y a ça. Je vais à la Diamond le vendredi et lundi, mardi, je vais au conservatoire. Et entre-temps, je chante, plus les devoirs et je vois aussi mes copines, donc c'est plutôt bien. Et tu arrives à dormir un petit peu? Tu as du temps pour toi ou tu es tout le temps en train soit de réviser, soit de t'entraîner à chanter? Franchement, ça va. Je trouve que
Les premiers temps que j'ai commencé à chanter, je me mettais énormément la pression. Vraiment, j'essayais d'être parfaite dans ce que je faisais. Puis je me suis dit, on peut quand même se détendre un peu parce que je m'en sors très bien, même si je travaille un peu moins. Et du coup, quand parfois j'en ai marre, je me pose sur mon téléphone, je vais dormir, je fais des siestes. Enfin, c'est tranquille, quoi. J'ai quand même la vie d'une adolescente parce que c'est pas parce que je fais beaucoup de choses que je dois me priver de mon adolescence quand même. Oui, donc tu as l'impression d'avoir une adolescence à peu près normale. Parce que j'allais te poser cette question. Est-ce que tu arrives à faire un parallèle, par exemple, avec ton début de carrière et celui d'une Céline Dion, par exemple? Parce que Céline Dion, pareil, elle a commencé très très jeune. Elle était acharnée de travail. C'est ton cas, j'ai l'impression aussi. Est-ce que tu as la sensation d'être un peu sur les traces d'une chanteuse comme elle? Franchement, je sais pas, j'arriverai pas à faire de comparaison réellement, mais je vois ce que tu veux dire. Donc oui, à mon âge, elle a commencé très tôt et elle a fait beaucoup de choses dans sa carrière. Donc oui, je peux dire que je commence bien. Rebecca, tu enregistres des disques, tu fais des tournées, tu es régulièrement en concert pour des associations, tu fais des vidéos pour TikTok. Est-ce que ça avance suffisamment vite à ton goût? Est-ce que de temps en temps, tu ne te décourages pas un peu en te disant « ça va pas aussi vite que j'aimerais » ? On va dire que c'est compliqué parce que le monde de la musique, c'est pas quelque chose de simple. Se faire une place, c'est compliqué, surtout quand on a mon âge, parce que moi, je suis jeune. Donc déjà, on a moins de possibilités, même vis-à-vis de la radio. Donc c'est un peu dur. Je me décourage pas parce que je me dis qu'à mon âge, j'ai du potentiel, j'ai un vrai talent. Et c'est pas pour m'envoyer des roses ou quoi, c'est juste que ça se voit, enfin j'ai la voix. Et je pense que c'est qu'une question de contact. Et avec le temps, si j'arrive à persévérer sur les réseaux et à toujours être présente, à un moment donné, ça va bien décrocher, quoi. Voilà, tu ne doutes pas de tes capacités et tu as raison parce que tu as du talent. C'est pas pour rien que tu es arrivée première à The Voice Kids. Les enfants stars, par exemple, comme Vanessa Paradis, comme Justin Timberlake, tout ça, ce sont des gens qui t'inspirent, que tu essaies d'imiter un peu quelque part. Alors, je les connais, mais je dirais pas qu'ils m'inspirent parce que je savais même pas qu'ils avaient commencé à mon âge. Très jeune, oui. Donc, Vanessa Paradis, à peu près à 14 Vanessa ans. Paradis, je savais. Mais Justin Timberlake, je savais pas. Ouais, il avait commencé donc ado non, aussi, je peux dire que j'ai pas réellement de modèle. Je trace un peu ma route à mon rythme, comme je veux, parce que si on se compare, c'est jamais bon. Donc je préfère faire comme ça vient, on y va doucement. Ouais. Et je t'ai dit Timberlake, c'est Justin Bieber qui a commencé. Justin Bieber, très oui. Je me suis dit Timberlake, je crois pas. Voilà, et donc toi, tu es sur ces traces-là. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, parce que tu as quand même une notoriété que tu mets à disposition d'associations régulièrement? Ça, c'est quelque chose qui te plaît. Tu l'as fait beaucoup, notamment pour une association, pour une petite qui s'appelle Jade. Tu peux nous expliquer? Ça s'appelle Le Voyage de Jade, cette association. Tu en es marraine. Exactement. Donc, l'association s'appelle Le Voyage de Jade. Donc, en fait, il y a 2 enfants, Jade et Jodie, qui sont jumelles. Et il y en a une, donc Jade, qui est autiste non-verbale. Elle n'a jamais parlé de toute sa vie. Je suis rentrée en contact avec ses parents. Plutôt, ils m'ont contactée sur les réseaux sociaux en disant qu'ils aimaient beaucoup ce que je fais. Ouais. Et ils habitent à Paris. Et une fois, je suis allée à Paris. On les a rencontrés. Je suis allée les voir. Et on voyait que Jade, elle venait, elle partait. Enfin, elle essayait de se rapprocher de moi parce qu'elle aimait bien ma voix, mais c'était un peu dur pour elle, étant donné qu'elle a du mal avec le contact des gens qu'elle ne connaît pas. Il faut dire que c'est une petite fille qui n'avait jamais prononcé un mot. Hein. Exactement, oui, petite non-verbale. Ouais. Et donc, sa mère écoutait beaucoup mon titre « Tant qu'on s'aime ». Parce qu'il parle de la paix dans le monde, elle aimait beaucoup les paroles et elle n'arrêtait pas de l'écouter. Puis un jour, Jade est venue voir sa mère et elle a commencé à sortir des sons. Donc sa mère, au début, elle a eu peur parce qu'elle n'avait jamais entendu la voix de sa fille. Ouais. Donc elle commence à se dire des sons et elle a compris Rebecca. Donc c'est à peu près, c'est dur de prononcer le R ou voilà. Et elle prononce Rebecca et elle a commencé à mettre ma musique et elle a commencé à chantonner l'air de Tant qu'on s'aime. Et c'est là que ça a commencé. Et mes musiques l'ont aidé avec ses cours pour apprendre à parler, quoi. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui te touche. Tu dis, voilà, je fais quelque chose finalement qui est utile. C'est une sorte de petit miracle, effectivement. Non, vraiment, c'est un miracle. Ouais. Et on s'est rendu compte que ma voix, elle aidait beaucoup, même dans la musicothérapie. Donc, exemple, on l'a fait écouter ma voix à des personnes dans le coma et on voyait que leur cœur s'accélérait quand ils écoutaient le son. Parce qu'apparemment, il y a des voix et des sons qui
qui aide, puisque la musique, ça aide beaucoup. Tu es en train de me dire qu'on a fait une étude avec ta voix. Exactement. Et des personnes qui sont en coma, c'est vrai? Oui, c'est vraiment vrai. C'est depuis l'association Le Voyage de Jade. Ça a aidé. Ok, bravo. Tu as une autre association que tu as aidée, c'est celle de Miel. C'est une association et une appli aussi qui aide contre le harcèlement scolaire. Pourquoi tu t'es intéressée à cette cause-là ? Alors, ce n'est pas exactement contre le harcèlement scolaire. Miel a sorti une application sur la santé mentale des jeunes. Donc, il y a une aide, il y a beaucoup de choses de disponibles sur son application. Il y a un volet harcèlement scolaire aussi. Exactement, oui, on peut aussi parler du harcèlement. Ouais. Et moi, j'ai décidé de sortir un son sur le harcèlement parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que même si on en parle, il n'y a pas assez de solutions pour les personnes harcelées. Et surtout, il n'y a pas assez de solutions pour les harceleurs, parce que finalement, ils vont mal eux aussi. Sinon, ils ne harcèleraient pas. Donc, il faut voir la chose sous tous les angles. C'est un peu dur de mettre toute la faute sur quelqu'un sans connaître son histoire. Du coup, on a décidé, avec mes parents et avec Miel, de faire une chanson contre le harcèlement. Donc, on a fait un partenariat et voilà. Tu as fait un clip, d'ailleurs. Mais pour autant, tu n'étais pas forcément concernée. Tu me disais que, mis à part quelques jaloux à l'école, tu n'avais pas eu la sensation d'être harcelée toi-même. Hein. Non, il y a eu des jaloux, des critiques, mais ça, il fallait s'y attendre. À partir du moment où on réussit quelque chose que les autres n'arrivent pas, forcément, ils seront toujours jaloux, il y aura toujours de la haine. Je ne dirais pas que j'ai été harcelée, mais j'ai connu des personnes dans mon entourage qui l'ont été. J'ai essayé de les aider comme je pouvais. Et je sais à quel point c'est horrible, même vis-à-vis des réseaux sociaux, toute la haine qu'on peut recevoir. Ça peut vraiment détruire des carrières, des vies. Quand une personne... Il suffit qu'elle soit accusée de quelque chose qu'elle n'ait pas fait. Ça part de quelque chose de tout bête, mais à force de répéter l'action, ça peut détruire une vie. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Toi, tu as 250 000 followers sur Instagram, tu as une bonne centaine de milliers sur TikTok. On parlait de harcèlement via les réseaux. Ça t'arrive de temps en temps d'avoir des haters comment tu gères ça? On a toujours des haters. Il y a eu des moments où j'ai eu des petites vagues de haine. On ne comprenait pas trop pourquoi, il n'y avait pas de circonstances, mais on recevait en fait comme des comptes spam. Donc on reçoit une cinquantaine de messages de 50 comptes différents d'un coup qui envoient des insultes et tout. En fait, moi j'ai accès à mes réseaux sociaux, mais c'est pas moi qui les gère, c'est mes parents, parce qu'on ne sait pas, on sait pas ce qui peut être dit ou quoi. Donc j'ai pas eu accès à ces messages. Je sais que j'en ai eu, mais c'est mieux de me préserver. Donc voilà. Ouais, non, c'est mieux. Donc toi, tu ne les lis pas en tout cas. Non. Voilà. Ça sert à rien. Avis aux haters, ça ne sert à rien d'en écrire puisque de toute façon, ça ne t'atteint pas. Je les lis pas. Ça ne peut pas t'atteindre, tu ne les lis pas. Gabriel Attal, tu l'as eu directement au téléphone, il paraît, quand tu as fait ce clip justement pour parler du harcèlement scolaire. Donc oui, au téléphone, non, mais on a été en contact sur les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé parce que mon titre, il a pris plus d'ampleur qu'on le pensait. Et même l'application de Miel, elle a vraiment bien marché. Et le partenariat, il a fait qu'on a pu rentrer en contact directement avec des personnes très importantes. Donc ils ont diffusé le clip et le titre. Et ça a beaucoup aidé. Voilà, Gabriel Attal qui était Premier ministre à l'époque. Tu as beaucoup chanté pour des associations parce que quand tu as été très connu en 2020, ta notoriété faisait que les associations s'intéressaient beaucoup à toi. Tu en es revenu un peu, tu m'as dit, parce que tu as eu l'impression parfois qu'on abusait un petit peu de ta gentillesse pour avoir une chanteuse bénévole, quoi. C'est vrai que ça arrive, mais en fait, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui sont vraiment sains, comme exemple l'association Le Voyage de Jade. On sait que c'est des bonnes personnes qui ne sont pas là par intérêt ou quoi. Donc, il faut juste trouver les bonnes personnes. C'est compliqué, mais il faut faire attention parce qu'à un moment donné, on finit par faire complètement du bénévolat. Et ça devient relou, parce qu'on y va sans intérêt. Les gens, quand tu arrives, tu n'es même pas bien accueilli. Ils savent à peine qui tu es et ils disent qu'ils sont là pour toi, mais c'est ridicule. Voilà, donc comment tu fais la part des choses maintenant ? C'est mes parents, quand ils sont en contact avec eux, ça se voit tout de suite en fait. Ouais. On comprend et on refuse gentiment et c'est pas grave. Alors on va parler maintenant justement de cette façon que tu as de chanter. Toi, tu as une grande chance, c'est que quand tes copains ou tes copines de 15 ans vont chercher un job d'été, généralement, ils vont faire caissier chez McDo. Toi, tu fais des tournées d'été. Tu as fait une tournée d'été de 20 dates cette année, la tournée des campings paradis. Explique-moi ce que c'était cette tournée. C'était ta première ?
C'est ma première tournée, oui, et j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, donc les campings Paradis m'ont contacté, donc c'est comme la série à la télé, quoi. Et ils m'ont dit oui, il y a à tourner les Paradis des stars. Ils invitent plusieurs artistes, donc j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer parce qu'à chaque fois, c'est décalé dans les dates. Ouais. Et une fois par semaine, dans chaque camping, ils invitent une célébrité. Donc moi, je faisais partie des célébrités, si on veut. Et du coup, j'ai chanté 20 dates dans toute la France. On y allait en voiture, j'étais avec mon père. La plupart du temps parce que mes parents, ils ont un travail, donc c'est un peu compliqué de faire le travail et la tournée puisqu'ils se consacrent un peu à moi et je les remercierai jamais assez de faire tout ça pour moi. C'est vraiment des sacrifices, mais ça vaut le coup. Je pense pas que je referai la tournée parce que j'ai bien aimé, mais pas au point de la refaire l'été prochain. C'est vrai, ouais, tu as fait 13 000 kilomètres entre, c'est énorme. En gros, début juillet et fin août. Oui, c'est énorme, mais par contre, ça t'a fait connaître plein de pays, plein de coins du pays que tu connaissais pas. Et ça t'a fait aussi connaître beaucoup de gens qui venaient te voir à la fin. Il paraît que tu te faisais draguer systématiquement. Tu as trouvé l'amour au camping là, cet été, par exemple, toi? Alors, j'ai pas trouvé l'amour, surtout parce que je le cherchais pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. J'ai rencontré grave du monde. Je me suis fait même des copines avec qui je suis toujours en contact. Donc, à chaque camping, il y a à peu près 300-400 personnes qui viennent voir les spectacles et c'est hyper sympa de chanter devant du monde. Ça dépend des campings. Ça dépend des campings. Alors ça tombe bien que tu me dises ça dépend des campings parce que moi je me suis laissé dire que de temps en temps tu recadrais ton public parce que parfois ils sont pas toujours attentifs comme tu aimerais, c'est vrai? En fait, c'est compliqué de gérer le public parce que parfois, déjà, il y en a moins. Parfois, il fait pas beau. Parfois, il y a des problèmes de son. On arrive, le son est catastrophique. Donc, moi, je suis venue avec mes enceintes et mon micro. Donc, c'est mon père qui portait à chaque fois. C'est hyper compliqué. Et tout le monde pense que j'arrive, je chante. Non. Ça m'a pris une bonne partie de mon été parce qu'il y a tous les trajets. On dort à chaque fois dans des hôtels différents. On prend la route. Ah, vous dormez pas au camping à la tournée des campings? Non, on dort pas au camping parce qu'après, les gens, ils vont venir nous voir. Ouais. C'est compliqué. On n'a plus de vie personnelle. Donc, après, on vous protège. Exactement. Ouais. Donc, c'est compliqué. On mangeait toujours la même chose parce que dans les campings, c'est les mêmes menus. Surtout que moi, étant donné que je peux pas tout manger, c'est encore plus galère. Je mange que de la salade de chèvre chaud, des pâtes à la sauce tomate. Donc, à un moment donné, ça y est, 20 fois, toutes les semaines, on n'en peut plus, quoi. Le chèvre, ça y est, depuis les enfoirés, ça m'a pas lâché. Donc, je passe à autre chose. Et côté public, ça t'a permis d'être plus à l'aise. C'est-à-dire que, effectivement, tu as géré. Quand tu dis je gérais le public, c'est quoi? Par exemple, il pouvait y avoir des salles dissipées à quel point? Et comment tu les remettais en place tout en gardant une bonne ambiance quand même dans le concert? Parce que c'est important aussi que ça se passe bien. Alors déjà, il faut avoir beaucoup d'autodérision et il faut avoir confiance en soi parce que quand on est sur scène et qu'on entend des vieux qui sortent « ouais et tout, elle n'a pas de talent, c'est une enfant », on peut mal le prendre. Moi, je le prends pas mal parce que je sais ce que je fais et j'ai confiance en moi. Mais il faut faire attention parce qu'il faut se préserver. Aussi, quand on a des enfants, donc s'ils ont 2-3 ans, on comprend qu'ils ne savent pas se contrôler. Mais quand on voit des gens qui ont à peu près mon âge, ils ont 12-13 ans et ils crient partout, ils sautent partout, à un moment donné, quand on est sur scène, c'est pas possible. Ouais. Surtout quand on demande au public de participer, ils participent pas. Quand on demande d'applaudir, enfin on ne demande pas, mais c'est évident, quand tu finis de chanter, t'applaudis. Ouais. Ils applaudissent pas. Donc moi, je prends la parole et je leur dis excusez-moi, je suis là, j'ai fait de la route pour venir, je suis là que 1 heure, est-ce que vous pourrez baisser le volume? Parce que c'est pas possible en fait. Il y a des moments pour tout et c'est pas le moment. Ah oui, il y a des moments où tu n'arrivais même pas à chanter tellement ça couvrait ta voix. Non, j'arrive à chanter, mais quand je parle ou quoi, il y a toujours un petit brouhaha, si on peut dire, et c'est dérangeant. Dis donc, t'es sacrément autoritaire en concert alors. Autoritaire, non, mais faut se faire respecter parce que moi, je pars du principe que quand on chante sur scène, c'est comme si on était un prof. Ouais. Donc, il vient d'arriver dans un lycée et qu'on est personne. Si dès le début, tu t'affirmes pas, les élèves ne vont pas te respecter. Donc, en fait, quand tu arrives sur scène, c'est pas parce que tu es une enfant qu'il faut te faire marcher dessus. Faut tout de suite montrer que tu as confiance en toi, que tu sais ce que tu sais, que tu sais ce que tu chantes, que tu es à l'aise. Et après, ça se passe bien. Caractère hyper bien affirmé. Bravo. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je pense que tu vas aller très, très loin. Mais quel est ton meilleur souvenir quand même de cette tournée des campings? Parce que globalement, ça s'est bien passé. C'était juste dans 2-3 campings que tu as fait la police. Il n'y a pas eu de gros problème ou quoi. Hein. Oui. Mon meilleur camping... parce que j'ai pas vraiment de souvenirs en particulier, mais vraiment mon meilleur camping, ça a été celui de Millau. Donc c'est une petite ville que j'ai découverte. Ouais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que déjà la scène,
elle n'était pas sur une estrade, elle n'était pas au-dessus, elle était au niveau du public. C'était le plus grand camping que j'ai fait, donc il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait pas de manque de respect, tout le monde était participatif. J'avais une tenue que j'aimais beaucoup parce que j'avais prévu mes tenues et j'ai mis ma robe préférée, j'étais à l'aise. Je me suis fait grave des copines ce soir-là, donc vraiment j'ai passé ma meilleure soirée du camping. Et en plus, il m'avait fait un repas spécialement pour moi, donc j'avais bien mangé. Ah, voilà. Fini la salade de chèvre chaud. On n'en veut plus. T'as pas eu besoin de piquer le chèvre de Vianney en plus à la ça. fin. Tu t'es fait des copines, tu disais, et tu en as gardé quelques-unes ou c'était vraiment le passage d'un soir? Après, c'est des copines de tournée. Si jamais elles posent des choses sur leurs réseaux sociaux, je vais aller mettre un petit cœur de temps en temps. Donc, on est en contact, mais je pense pas que je vais les revoir parce qu'elles n'habitent pas à Cannes. C'est une vie carrément différente d'une ado habituelle quand même. Parce que pendant ce temps-là, tes copains de classe, ils faisaient quoi? Ils ont fait des jobs d'été cet été, par exemple? Soit ils ont fait des jobs d'été, du babysitting ou quoi. Ou soit ils se baladaient dans Cannes, ils allaient à la plage. Et moi, j'étais à l'autre bout de la France en train d'engueuler des enfants de 12 ans. C'est du n'importe quoi. Ouais, donc tu faisais un peu de babysitting toi aussi oui, sur finalement, scène. Ils n'étaient pas un peu jaloux quand même de se dire elle fait la tournée française non, Franchement, ça va parce que depuis The Voice, j'ai réussi à me créer un petit cercle d'amis. Donc oui, en fait, je connais beaucoup de monde parce qu'il y en a plein qui me connaissent, mais je ne les connais pas vis-à-vis de The Voice ou quoi. Donc il y a plein de jaloux, mais je me suis fait un bon entourage, donc il n'y a pas vraiment de vicieux ou quoi. Ils étaient contents pour moi, donc c'était bien. Ouais. Donc c'est facile d'avoir des vrais amis quand on a aussi cette notoriété parce que on peut se dire des fois, tiens, ils sont plus intéressés par ce que je représente que parce que je suis, en fait. Facile, non, d'avoir des amis. Mais ça existe, quoi. Ouais. Donc j'ai réussi à en trouver. En général, c'est ceux qu'on connaît depuis toujours et qui m'ont connu avant de faire les émissions qu'on peut vraiment leur faire confiance parce qu'on sait qu'ils étaient là avant que tout ça n'arrive. Ouais. On sait qu'ils étaient là à la base pour ma personnalité. Après, au lycée, je me suis fait beaucoup de copines, même vis-à-vis des réseaux. Quand quelqu'un il est là par intérêt, tu le sens tout de suite. Donc oui, tu es gentil avec lui sur le moment, mais c'est pas à lui à qui tu vas aller confier ta vie, quoi. Voilà. Donc, mais tu as des gens à qui tu peux oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'ai grave des copines et tout. Des confidents et des confidentes. On parlait de l'amour. Tu m'as dit, je ne cherche pas l'amour. C'est parce que tu l'as trouvé? Ah non, j'ai pas trouvé l'amour. Non, je cherche pas particulièrement. Non, je te pose cette question parce que ton dernier titre s'appelle Vide. Et c'est un titre qui parle d'une rupture sentimentale. Donc, comme quand on écoute la chanson, on a l'impression que c'est du vécu. Tu joues sacrément bien alors, parce que c'est bien interprété. Alors, j'ai jamais eu, on va dire, de vrai premier amour ou quoi, qui me fait de la peine, comme plein d'artistes de mon âge qui ont pu écrire des chansons. À la base, j'ai écrit cette chanson parce qu'en fait, pour écrire, je me mets dans la peau de quelqu'un qui va pas bien et je m'inspire de choses qui ont pu me faire de la peine dans mon entourage. Et à partir de ça, j'intensifie le truc et j'arrive à sortir des paroles. Ouais. Je sais pas trop comment je fais, j'arriverai pas à expliquer. Ouais. Mais j'ai pas écrit en pensant à quelqu'un forcément, genre. Bon, mais en tout cas, tu arrives vraiment à faire des chansons qui parlent et qui sont universelles, puisque à l'occasion, si vous n'avez pas encore entendu Vide, allez sur les réseaux de Rebecca officiels. Rebecca, tu as aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, hein, j'ai la voix, j'ai le talent, tout est une question de contact. Comment tu les crées, ces contacts? C'est par le biais des réseaux sociaux, justement, ou le fait de faire des tournées en France? Est-ce que ça t'a apporté des contacts, par exemple, cette tournée des campings? Alors, cette tournée, elle m'a apporté des contacts, mais que dans les campings, finalement. Ouais. Et peut-être, j'ai été en contact avec 2-3 autres artistes qui ont chanté. Mais en général, les contacts que j'ai pu me faire, c'est grâce à The Voice, grâce aux événements auxquels je suis invitée, grâce au Festival de Cannes, parce que du coup, j'ai monté plusieurs fois les marches, les Energy Music Awards, on a Cannes Série. Donc tous les événements que j'ai pu faire, ça m'a apporté des contacts. Le but, c'est d'être sociable, de parler avec tout le monde et aussi de travailler bien son anglais parce que parfois, on rencontre des personnes qui viennent des États-Unis et il faut être capable d'avoir des vraies conversations avec eux. Et donc voilà, on rencontre tout type de personnes et il faut bien s'entendre avec tout le monde. Ouais, donc tu entraînes aussi ton anglais parce que tu ne laisses passer aucune occasion et ça, c'est très bien. La dernière en date, c'est TikTok. On a parlé très rapidement tout à l'heure de ces petites vidéos. Qu'est-ce que tu fais? C'est des sortes de vidéos gags et tu transformes presque en humoriste avec ces vidéos. Je suis allé voir un petit peu sur TikTok. En fait, à la base, juste après The Voice, j'ai ouvert un compte TikTok qui a fait 100 000 abonnés et quelques, même plus. Et il a été banni à cause de mon âge, donc il m'a empêché de faire des lives, j'avais pas de commentaires, j'avais absolument rien. Le compte ne servait à rien finalement, je pouvais plus rien poster, il était même pas dans les pour toi.
Donc, on ne le voyait pas. Et du coup, j'ai dû recréer un compte. Et sur le moment, je n'osais pas parce que j'étais trop dégoûtée d'avoir perdu mes 100 000 abonnés. J'ai encore le compte, mais je ne peux rien en faire. J'en ai recréé un sur lequel j'ai posté un TikTok pour rigoler à la base, dans lequel je chante mon titre vide. Donc, en fait, on me voit, je suis dans la rue, j'ai un pistolet à eau. Et ce n'est pas des acteurs. Hein. Ceux qu'on voit dans la vidéo, c'est des vraies personnes au hasard que j'ai choisies. Donc, le but, c'est que je commence à chanter et qu'on me filme. Comme ça, quand la personne voit la caméra, elle se dit pas « Ah, c'est moi que je filme ». Enfin, je ne sais pas si vous voyez, la personne ne se sent pas filmée parce qu'on a l'impression que c'est moi qui ai filmé. Donc moi, je me retourne, j'arrose la personne tout de suite et je continue à chanter. Et là, on voit leur réaction directe et c'est vraiment hyper drôle et ça a bien marché sur les réseaux. On a fait plus de 300 000 vues en un post alors qu'on n'avait jamais rien posté, que c'était un compte il était nul, quoi, il n'y avait rien dessus. Voilà, donc ça, c'est encore de la stratégie marketing, j'allais dire, quand tu fais ça, c'est pour que ton image et tes chansons, puisque là, tu allies aussi ta chanson à ce gag, soit connue du plus grand nombre. Ça marche ? C'est pas forcément marketing, mais c'est aussi pour faire connaître le titre et aussi parce qu'on sait que ça marche bien sur les réseaux quand on fait rire les gens. Et même moi, ça m'a fait plaisir de tourner ces vidéos parce que j'ai des morts de rire à chaque fois. On a dû refaire même plusieurs fois les scènes parce que je rigolais en chantant, donc c'était plus possible. Mais du coup, c'était juste parce que c'était sympa et on s'est dit, ça rapporte un plus quand même les réseaux sociaux, ça ouvre grave des portes. Donc on s'est dit, pourquoi pas se lancer comme avant. Il faut y aller et tu ouvres toutes les portes, on a bien compris. Et tu les ouvres aussi avec ton grand-père, parce que tu mets ton grand-père à contribution sur les vidéos. Qu'est-ce que tu fais avec lui ? Il est très complice aussi, papy ? Alors oui, je suis très proche de mon grand-père. Et en fait, l'année dernière, avec mon frère, on lui a ouvert un compte TikTok pour rigoler. Ouais. Et mon grand-père a percé plus que moi. Il a commencé à faire des millions et des millions de vues sur des vidéos. Et on s'est dit, mais ce serait pas mal de le remettre dans une petite vidéo. Donc là, on a fait un tournage. Et il a été hyper doué, c'était hyper drôle et c'était trop sympa. Les projets pour toi. Alors, je me suis laissé dire, tu ne peux pas peut-être en parler plus que ça, mais que tu étais en contact ou que tu avais été repéré par un DJ international qui peut travailler avec de grands artistes type Lady Gaga, Jul. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses là, dans les mois qui viennent ? Alors oui, j'ai des projets qui se préparent. Je suis en contact avec eux depuis un moment. On est en train de voir ce qu'on peut faire. Mais étant donné que rien n'est encore signé, donc complètement, on a une validation parce qu'on sait que ça va se faire. Mais tant que rien n'est signé et que j'ai pas de preuves que ça va vraiment être réalisé, je préfère pas trop en parler. Mais oui, j'ai été contactée et j'espère que ça va marcher. En tout cas, je donnerai tout pour y arriver. Et alors, quand tu sais que quelqu'un de ce calibre-là, donc on ne va pas donner son nom, mais s'intéresse à toi, tu fais des bons au plafond. D'ailleurs, comment il t'a repéré d'ailleurs ? Il m'a repéré via les réseaux sociaux. Et aussi, j'ai eu un événement dans lequel on a rencontré quelqu'un qui a beaucoup de contacts et qui m'a entendu chanter à cet événement, justement. Et il m'a dit, oui, je peux te présenter à ci, à ça. Ouais. Du coup, il a commencé à envoyer ce que je faisais à ce DJ. Ouais. Et il a dit qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Après, on a eu des appels et c'est là que tout a commencé. Bon, écoute, en tout cas, on croise des doigts. On ne va pas en dire plus par superstition, mais peut-être que dans quelques mois, ce sera peut-être au-delà de la France, peut-être à l'international. On te le souhaite. La Starac, après The Voice Kid ou The Voice, ça te brancherait d'aller te frotter à ce genre d'émission ? Alors, la Star Academy... à une période, je regardais beaucoup, j'aimais bien. Et je me dis que ça ouvre aussi beaucoup de portes parce que quand on fait la Starac, tous ceux qui gagnent, ils ont énormément d'opportunités. Et même s'ils ne gagnent pas, ils sont quand même beaucoup connus sur les réseaux parce qu'ils sont filmés en permanence. Et je me suis dit que ça peut être une expérience grave bien, même rencontrer des gens de mon âge qui chantent aussi. Donc pourquoi pas ? Voilà. Et moi, je te regarde depuis tout à l'heure et je me dis, elle a 15 ans et elle parle vraiment comme une vraie grande, grave bien, pour reprendre ton expression. Si je te dis qu'on se retrouve dans 10 ans pour Confidence, là, tu te vois comment dans 10 ans ? Alors, c'est une question à laquelle je n'avais pas vraiment réfléchi. Ouais. Mais je pense que dans 10 ans, si je continue comme ça, j'aimerais bien me voir avec du coup beaucoup plus d'abonnés, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, que le projet que j'ai fait marche
et qu'il m'a aidé à avoir beaucoup de contacts, que je puisse sortir plein d'albums, que j'ai percé, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, et on espère que ce sera avant 10 ans. On espère. Alors, on a une dernière séquence dans cette émission, c'est les questions de la table de chevet. La première question, c'est est-ce que tu as un rituel avant de te coucher, toi, par exemple, le soir? Est-ce que tu es plutôt téléphone portable? Est-ce que tu vas lire un bouquin plutôt ou... Alors, avant de dormir, ça dépend. Mais en général, oui, je suis dans mon lit sur mon téléphone. Soit je réponds à mes copines, soit je suis au téléphone avec mes copines, soit je mets un film. En fait, ça dépend, mais beaucoup sur les écrans, on va dire. Voilà, on va dire que tu es très sociable. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu es plutôt BD ou biographie de star? En fait, t'es téléphone, point. Non, téléphone, oui. Tu dévores des livres, toi? Tu es une dévoreuse de livres? Dévoreuse de livres, non. En fait, c'est pas que j'aime pas lire, c'est que j'ai jamais trouvé de livre qui me passionne au point de le finir réellement. Parce qu'en général, je lis pour les cours quand ils nous donnent des livres, mais il y a certains livres que j'ai achetés, je me suis dit, ouais, le sujet a l'air intéressant, et j'ai fini par le lire parce qu'il faut le finir, quoi. Mais... On rappelle que tu es une très bonne élève, donc quand il y a un livre à lire pour le lycée, tu le lis. Mais c'est un peu par obligation, quoi. Mais je suis pas une vraie dévoreuse de livres, quoi. C'est pas trop mon truc. Ok. Au réveil, tu es plutôt souriante ou prière de ne pas déranger, tu vois le genre? Prière de ne pas déranger. Je sais pas pourquoi, je me disais que tu pouvais être comme ça. Ça te choque pas? Non, le matin, de manière, quand je me réveille, je me prépare directement quand je sors de mon lit. Donc, je m'habille, je me maquille, je me coiffe, bref, avant d'aller en cours. Ouais. Et après, je prends mon petit-déj et je pars comme ça. Voilà. Tu es pas une, je sors pas de ma chambre pendant avec tes parents? Non, pendant au moins 35 minutes, je sors pas de ma chambre. Le temps de me réveiller, de me préparer. Après, je mange, je parle avec mes parents au petit-déj et tout. Et après, je vais en cours. Bon, ça va. Donc, ça va, oui. Je suis pas non plus désagréable. Ouais, tu te lèves, enfin, ça dépend, mais... Tu te lèves zen. Pour terminer, l'anecdote que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant, ça c'est une tradition. Alors comme anecdote... Alors l'anecdote gênante, c'est de préférence. Gênante? Si tu en as une gênante, on prend. Mais sinon, on prend tout. Ok, en fait j'en ai plusieurs parce que vu que je bouge toujours partout, je fais beaucoup de boulettes. Donc ça m'arrive de me retrouver dans des situations un peu malaisantes. Donc déjà je peux en raconter une. Quand j'étais à The Voice, on était tous sur scène et c'était au moment des demi-finales. Donc on n'était pas beaucoup. Ouais. Il y avait les coachs, la production, etc. Et là, ça commence à tourner. Étant donné que c'est pas en direct, on aurait pu recommencer plusieurs fois. Et là, on avait chacun un placement sur scène. Donc moi, je devais partir à gauche, l'autre à droite, etc. Et là, je marche, je commence à faire la belle avec mon micro. Je fais pas trop attention à ce que je fais, je marche et tout. Et il faut savoir que sur la scène, il y a des trous dans le sol. Ouais. Et en fait, je faisais la belle. Et en fait, je suis tombée dans le trou comme une idiote en plein milieu de la scène. Tu t'es fait mal? Je me suis pas fait mal, mais j'ai un peu amoché le micro. Et du coup, là, je sors, j'étais mal à l'aise. Il y a tout le monde qui me regarde. « Rebecca, ça va ?» et tout. En plus, le Covid, il commençait à arriver. Il y a tout le monde qui me dévisage. C'était n'importe quoi. C'était un peu gênant, mais c'était drôle. Bon, écoute, merci de l'avoir partagé avec nous et merci d'avoir passé cette soirée pyjama. C'est avec plaisir. Hein. Ouais. Maintenant, il faut que j'aille dormir quand même. Oui, alors on va te laisser dormir. En tout cas, bravo pour cette carrière. À 15 ans, tu as déjà une vie hyper riche. Tu en as conscience de ça ? Oui. Oui, un petit peu. Mais pour toi, c'est presque naturel. Mais honnêtement, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Rebecca. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis peut-être de te retrouver prochainement dans l'émission avec une bonne nouvelle et un titre qui va te faire décoller au national et peut-être à l'international. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci même de m'avoir invité. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres confidences sur France.tv et sur la plateforme YouTube sur France 3 PACA. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.